Donc là, on est au deuxième étage de Fakir. Parce que cet après-midi, on envoie le journal à l'imprimeur. C'est le numéro combien déjà? 95. 95. On fera peut-être un truc pour le numéro 100. Mais là, en une, on a Bienvenue chez les Amish avec Macron. On a Industrie, climat, démocratie, se protéger ou crever. On revient sur notre obsession protectionniste. Que faire de la police? Nos 10 propositions. Ensuite, tu descends. Le Pearl Harbor du vivant. Coup de poker chez notaire. Mais ça, on va le changer. On va mettre accoucheur assassin à la place parce que c'est plus vendeur. Bon, voilà. Et donc Ludo, il a passé son week-end à faire la mise en page. Cyril, que vous avez là, lui, avec le masque tricoté par sa mère, Même pas en plus, même pas. tu l'as fait toi-même. Non, non, on me l'a donné, c'est ma vie. Ah, il est beau comme tout. Il a beaucoup de succès. Eh ben, il relit constamment le journal et il y passe le week-end aussi en mangeant, comme il le raconte en page 2 de ce numéro, tous les produits avariés qui restent dans le frigo. Bon, écoute, on va aller se mettre, pour pas les déranger trop, on va aller se mettre dans mon bureau pour faire le bulletin. Allez, c'est le bordel dans mon bureau de Fakir parce que j'y viens de plus en plus rarement. C'est là qu'il y a ma bibliothèque, mais il y avait une manif des salariés de l'aéronautique de Méholt qui là sont venus devant l'UIMM, enfin un rassemblement, il y avait quoi, 15-20 personnes en toute honnêteté, devant les patrons de la métallurgie. Pendant ce temps-là, on est allé au bistrot à côté et on s'est tapé nos 20 minutes de Pascal Pro avant la manif. Et putain, dire qu'on va en prendre pour 2-3 mois de séparatisme, tu vois. Et là, c'était l'escalade. Macron l'a pas dit assez, il n'a pas été assez clair, c'est encore pire que ça fait 30 ans qu'on n'ose pas le dire. Et tu te dis, bon sang, pendant tout le temps du confinement, c'est pas là-dessus qu'il jouait Macron. Il jouait pas sur la haine entre les gens et sur la séparation, parce que là, il l'a produit en l'énonçant. Il nous disait que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Tu vois. Et voilà, c'était ça le séparatisme qu'il s'agissait d'achever. C'était celui qui faisait qu'il y avait des gens qui pouvaient rester chez eux et être au chômage partiel ou payer normalement, et les autres qui devaient continuer à les bosser et qui étaient pourtant les professions les moins bien payées du pays. C'était ça qu'il s'agissait de résoudre. Eh bien voilà, maintenant il n'y aura rien là pour les caissières, il n'y aura rien pour les auxiliaires de vie sociale, il n'y aura rien pour les assistantes maternelles, il n'y aura rien pour tous ces métiers qui ont continué à faire et puis, bon, ouais, j'arrête là-dessus. Donc voilà, simplement, mauvais réveil. Quand tu démarres ta semaine avec Pascal Pro et Jean Messia et l'éditorialiste de Causeur et je sais plus trop Gérard Leclerc, tu comprends que c'est parti pour être... va falloir ramer à contre-courant, quoi. Justement, sur la manif de l'aéronautique, parce que j'y vais, dès que possible, j'y vais. Alors souvent, c'est à Méholt, là, c'était à Amiens, et donc j'ai des réactions de vous, donc, qui me disent, par exemple, alors, je trouve ça drôle, hein, faut pas... Willy Garvin, qui me met avec un mec qui fait du ballet de grand écart, là, comment il s'appelait? Noureyev, genre Noureyev, ça te dit rien? C'était un gars qui faisait de la danse, un russe, et il dit Ruffin, il n'est pas trop dur le grand écart entre défense de l'aéronautique et les amitiés avec les pseudo-écolos, ça doit faire mal, non? Après, on a un autre, c'est The Fnikiargoist. Bon, je sais pas, tu sais les noms des gens qui écrivent sur Internet, c'est pas toujours très clair. Les avions ne polluent plus. Alors, je sais pas si ça émane de macronistes cyniques ou d'écolos idéalistes. Mais moi, je dis que je vais aux côtés des salariés, justement, parce que je suis écolo et que j'ai pas envie de faire le grand écart avec d'un côté je vais dire aux écolos allez ça y est il faut moins d'avions et d'un côté avec les salariés de l'aéronautique il faut plus d'emplois. Non, quand je vais voir les salariés de l'aéronautique je leur dis vous savez que les avions je suis pas tellement pour, mais là c'est pas le sujet. Là le sujet c'est que ça fait 30, 40 ans que dans l'aéronautique on engrange les bénéfices. Les entreprises engrangent les dividendes. Airbus en particulier, mais aussi les sous-traitants. Et là, les gars vont se retrouver, et non pas parce qu'il y a eu des décisions écologiques de prise, mais juste parce que le marché les dégage et que l'État laisse faire la main invisible du marché qui les évacue, il laisse faire des plans sociaux qui sont même pas ce que garantirait l'État pour quelqu'un qui se ferait licencier économique de la supérette du coin.
C'est-à-dire que normalement, on a le droit à 1 an de congé de reclassement. Là, les sous-traitants, ils vont avoir 4 à 5 mois. Donc, ils vont partir en short. Et encore, ils vont peut-être même pas avoir le short, ils vont peut-être même pas avoir le calbut, ça sera presque à poil. Donc, il y a une question de solidarité avec les salariés. Moi, même quand je veux plus autant d'avions, je dis pas que c'est les salariés qui doivent en payer le prix. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, avec les salariés, on doit pouvoir discuter, et là on l'avait fait notamment avec leur avocat, Maître Ducrot, on avait parlé de est-ce qu'il y aurait moyen que toutes les compétences qui sont acquises là, et toutes les machines aussi, qui fonctionnent bien, est-ce qu'il y aurait moyen de les utiliser pour fabriquer autre chose? Et ce que me disait Maître Ducrot, c'est dit oui, il y a un truc qui s'appelle la compétence de site. On fait un CV de site, tu vois, et on relève toutes les compétences et on se demande à quoi ça pourrait servir de pompe à chaleur, éolienne, rail, route, bon, des trucs comme ça. Et donc ça peut exister, mais l'État, il le fait pas du tout. L'État, là, il laisse faire les plans sociaux par les sous-traitants et à la fois le savoir-faire agrégés à l'intérieur de l'usine et les savoir-faire individuels, ils vont être complètement évacués dans la nature. Enfin, on a un État qui donne quand même 15 milliards d'euros pour l'aéronautique, 1,3 milliard d'euros là directement pour mettre Airbus sous perfusion, et les salariés, eux, ils partent sans rien du tout, sans qu'il y ait le moindre plan qui soit prévu pour eux. Non, c'est pas normal. Et évidemment, nous, quand on pense qu'il faut une décroissance du trafic aérien, on l'organise dans la durée. On ne laisse pas faire la main invisible du marché qui balade les gens comme ça. C'est la même chose sur les pneumatiques, puisque là, j'étais chez Bridgestone et là, comme il y a des discussions autour des horaires de Dunlop, j'ai reçu aussi les salariés de Dunlop. La question, c'est parce que j'ai eu ce mail-là aussi, enfin j'en ai eu plein, des trucs comme ça. Eh François, les pneus, c'est le monde d'avant. Ça pollue, c'est pas écologique. Il faut être cohérent. D'abord, il faut rappeler simplement que c'est pas parce que les pneus cessent d'être produits à Béthune ou à Amiens qu'ils cessent d'être produits. Au contraire, ils vont être produits là vraisemblablement en Pologne et en Chine, et donc dans des conditions environnementales qui seront encore pires. Mais c'est que la surface de ce qu'il y a à défendre. Moi, quand je me bagarre pour les ouvriers de Bridgestone, je me bagarre pas pour le marché du pneu. Je me bagarre pour la démocratie. Je me bagarre pour que ça soit un choix collectif qu'on fasse sur le pneu. Qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut pour le marché du pneumatique en France ou en Europe. Quand est-ce qu'on veut que les salariés travaillent? Est-ce qu'il nous en faut moins? Comment on organise ça? Comment on fait pour que ça pèse pas sur les 863 de Bridgestone et les à peu près autant de Dunlop Amiens, tu vois? C'est là-dessus que je me bagarre. C'est pour la démocratie, pour qu'on en décide collectivement, et pas pour qu'on préserve l'industrie du pneu. Je suis pas amoureux du pneumatique, même tricolore. Je suis pas amoureux des canapés tricolores. Je me demande simplement, quels sont les besoins, comment on les remplit, comment on s'organise ensemble, et comment on laisse pas tout ça être décidé par les actionnaires. Comment on fait que les décideurs de ce pays, les décideurs pour les salariés, les décideurs pour les productions essentielles, ça soit pas les actionnaires qui en décident pour tous. C'est ça, le capitalisme, c'est quand c'est l'argent qui décide pour tout. Ben, je refuse que ça soit ça. Donc pour répondre à Paul, à le gars grand écart, je sais plus, Willy Garvin et compagnie, au fond, je pense que le pire des dumpings qui est instauré, c'est le sujet du dossier de Fakir que je reprends, le pire des dumpings. Il y a le dumping social qui est évident. Il y a le dumping environnemental. Il y a le dumping fiscal. Tout ça est lié. Mais il y a en dessous de tout ça le dumping démocratique, qui fait qu'on empêche que ce soit les citoyens et les salariés qui décident, et tout le pouvoir est laissé aux mains des actionnaires. Et voilà, au fond, le combat central, c'est contre le dumping démocratique. Je relis toujours ça à cette phrase de Samuel Huntington, donc qui est un intellectuel américain ultra-libéral et qui est conservateur, qui dans les années 70 publie pour la commission trilatérale un rapport intitulé Crise de démocratie. Pour lui, c'est comme une crise de foie, il y en a trop, tu vois. On a trop bouffé de chocolat, on s'est trop habitué à des démocraties. Il dit voilà, on a un problème. Il dit ça pour les élites américaines, japonaises et européennes. Il dit nous avons un problème. Les gens ont pris au sérieux la démocratie. On ne peut plus diriger tranquillement. Les gouvernants ne peuvent plus gouverner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il l'écrit tel quel. Il nous faut installer de l'apathie politique. 1975. Et c'est au même moment que sont signés les accords multifibres.
Qu'est-ce que c'est que les accords multifibres? C'est ce qui va permettre la délocalisation de tout le textile, par exemple de notre coin, vers le Maroc, la Tunisie, Madagascar, puis ensuite la Chine et l'Inde. Et ça va être l'arme majeure de l'apathie politique. Parce que les gens, ils vont avoir le sentiment de plus avoir de prise, alors que dans l'après 68, ils allaient de conquête sociale en conquête sociale, petitement, mais enfin, ils y allaient, que leurs conditions s'amélioraient. Et là, c'est le grand retournement. Et ils ont pu plier prise sur ça. On leur dit que c'est plus eux qui décident, c'est plus ici que ça se décide, que les multinationales, elles exercent au fond un chantage permanent. Donc je pense que mon combat central, rouge-vert, est un combat contre le dumping démocratique. Bon, voilà, c'était... Alors cet après-midi, j'espère que déjà cet après-midi, on va redresser la barre au fur et à mesure de la journée, parce que, voilà, on commence avec Pascal Praud. Manif de l'aéronautique, c'est quand même un peu déprimant, parce que les gars même ont dû se bagarrer pour avoir le droit à un plan social. Donc quand tu dois lutter pour être licencié, ça devient vraiment grave, quoi. Bon, là, cet après-midi, on fait quelque chose, on va dire, d'offensif. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Au conseil départemental de la Somme, on fait une réunion sur les auxiliaires de vie sociale. C'est vachement intéressant parce que c'est une espèce de retour en arrière. Il y a 4-5 ans, il y avait une lutte des auxiliaires de vie sociale, de Annie, Sylvie, Véronique et tout ça, qui, c'était même une fois, avait envahi le restaurant des conseillers départementaux, qui avaient fait des manifs dans la rue parce qu'on les faisait passer de prestataire à mandataire, elles risquaient de perdre l'ancienneté, elles n'allaient plus avoir de frais kilométriques et tout ça, et donc il y avait une lutte qui s'était installée. Et là maintenant, ces mêmes qui luttaient dans la rue, elles vont pouvoir s'installer à l'intérieur de l'hôtel des Feuillants, qui est la salle un peu chic du conseil départemental, venir présenter leur point de vue sur leur métier en compagnie d'une directrice d'une association d'AVS qui s'appelle Sabine Verhagen. Et avec moi, on va présenter 10 propositions pour les auxiliaires de vie sociale. 10 propositions de ce qui pourrait être fait au niveau du département. Parce que, évidemment, la question centrale, c'est d'abord de desserrer le budget de l'État, que l'État lâche plus pour les auxiliaires de vie sociale, d'une manière à ce que, si ça reste entre les mains du département, parce qu'on pourrait estimer qu'il faut un statut national et un service public national des auxiliaires de vie sociale, et que ça soit plus en charge, non plus par les départements, mais directement par l'État. Mais bon, si ça reste entre les mains du département, ben voilà. Là, c'est de l'offensif, puisqu'on vient proposer des mesures de progrès qu'on a déjà vu fonctionner ailleurs, à Dieppe, il me semble en Loire-Atlantique, dans quelques endroits comme ça. Par exemple, quoi? C'est des petites mesures, hein, mais ces petites mesures peuvent améliorer la vie de ces femmes et ces hommes sur qui le pays repose tout entier et qu'on reconnaît et rémunère si mal, comme le disait Macron au printemps. Par exemple, 1 heure hebdomadaire est rémunérée de groupe de parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auxiliaires de vie sociale, elles bossent chacun dans leur coin. Elles interviennent chez les personnes âgées le matin, le soir, elles courent d'un endroit à l'autre et elles disent, bah voilà, notre patron, et elles montrent le téléphone portable que tu as entre tes mains, Dimitri, elles le montrent et elles disent, voilà, notre patron, il est là-dedans, c'est notre patron. Donc, elles fonctionnent chacun de leur côté. Mais là, c'est de leur donner la possibilité d'avoir 1 heure par semaine où elles peuvent discuter. Et on l'a vu à Dieppe, par exemple, où les dames disent on y vient même les vacances parce que ça nous fait du bien. Bah oui, parce que quand on a parfois quelqu'un qui est très malade, quand on a un décès, quand on a un conflit avec les familles, de pouvoir se décharger en parlant avec ses collègues, et éventuellement avec des intervenants extérieurs, psychologues, ergothérapeutes, tout ça, ça peut faire du bien. Une demi-journée de deuil, c'est quoi? C'est quand il y a une personne qui décède, un bénéficiaire, comme on dit, ou un dossier, ou simplement une personne âgée, eh ben, elle a été suivie par une auxiliaire de vie sociale pendant des mois, bien souvent des années, peut-être une décennie. Donc il y a forcément un attachement qui s'est créé. Et là, on leur dit, non, vous n'allez pas aux funérailles, vous continuez de bosser normalement, ou si vous voulez y aller, c'est sur votre temps de congé. Maintenant, on dit, il y a une demi-journée pour les auxiliaires de vie sociale de congé de deuil. La mise en place d'un médiateur départemental. Il y a peu de syndicats souvent à l'intérieur des associations, quand c'est des associations ou des entreprises. Et donc on se dit, bah voilà, il devrait y avoir dans chaque département un référent où l'auxiliaire de vie, elle peut s'adresser à lui, ou le bénéficiaire qui n'est pas content de son auxiliaire de vie peut s'adresser à ce médiateur pour qu'on
il y a une discussion qui ait lieu, tu vois, ça peut être dans tous les sens. Après, on a d'autres trucs, hein, sur une formation qualifiante en début de carrière, sur un audit des conditions de travail, sur l'établissement d'un diagnostic. On le mettra en ligne de toute façon, ce papier-là, mais une fois qu'on en aura discuté avec les AVS, avec donc cet après-midi, il y a le CCAS, il y a les financeurs du département, il y a les différents groupes politiques et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir les départementales. En fin de printemps, on n'a pas encore la date, mais il va y avoir les départementales. C'est le moment où il peut y avoir dans les programmes, et je dirais dans tous les programmes de droite, de gauche, de tout ça, il peut y avoir des points sur les auxiliaires de vie sociale pour que leurs conditions s'améliorent. C'est le moment. C'est le moment d'être à l'offensive et pas seulement en défensif. Je l'ai dit, pour les auxiliaires de vie sociale, ceci dit, il y a une condition quand même, c'est que l'État lâche davantage. Là, il va y avoir la bataille du budget, des budgets. Budget de la sécurité sociale, budget des dépenses, et puis budget des recettes. Là, c'est ça, là, vous n'allez pas me voir tellement tout de suite, mais c'est là-dessus qu'on est en train de travailler avec Damien, avec des collabs de groupe, avec Paul et toute l'équipe, pour déposer des dizaines au moins d'amendements, peut-être encore davantage, qui viennent sur tous les points, sur l'agriculture, sur l'éducation, sur le burn-out, sur tout ce qu'on a travaillé en fait depuis 1 an ou 2, qui viennent inscrire ça dans le budget. Parce que vous savez, tant qu'il n'y a pas d'argent, ça suffit pas l'argent. Hein, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Mais tant qu'il n'y a pas d'argent, ça permet pas non plus de changer les priorités et de montrer vers quoi on veut aller vraiment. Et donc voilà, là, tout le travail, on va effectuer un travail souterrain cette semaine et la semaine prochaine pour rédiger plein d'amendements qui viennent traduire en chiffres, traduire en budget, traduire en sous, et on verra si le gouvernement est dans la continuité de ce qu'il avait déclaré au printemps sur ce qui allait être les nouvelles priorités, que ça serait maintenant le moment des jours heureux qui reviendront et ainsi de suite, ou bien s'il va juste donner de l'argent aux entreprises en espérant que la main invisible du marché et le ruissellement naturel fassent que les caissières, par exemple, pourquoi pas une taxe sur les caissières, tu vois, par exemple, pourquoi pas une taxe sur les caisses automatiques, on pourrait imaginer, de manière à ce qu'elle maintienne de l'humain dans les supermarchés et qu'il n'y ait pas 1400 emplois qui disparaissent chez Auchan et puis ensuite à la queue leu parce que chez Casino, ils installent tous azimuts des caisses automatiques. On a parlé du pneumatique. Ben, on va instaurer, pourquoi pas, demander d'instaurer une taxe aux frontières sur les pneumatiques. Comment ça se fait qu'il y en a une en Chine sur les pneumatiques et qu'il n'y en aurait pas en Europe, tu vois? Donc, essayer de traduire tout ça en termes de budget. Donc ça, c'est le gros truc qu'on fait. Alors, culture maintenant. J'ai commencé ce week-end le bouquin de Hervé Kempf, Que crève le capitalisme, et comme il y a un chapitre sur la 5G et les technologies, je reviendrai dessus. Mais là, je viens de terminer donc la biographie de Franklin Roosevelt. Pourquoi j'ai voulu lire ça? Au printemps, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais lu le bouquin de Vincent Burnand-Galpin et Paul Jorion, avec qui on avait eu un échange sur l'économie dirigée. Et leur modèle, c'était Roosevelt, de dire, bah voilà, pendant la guerre, ils ont mis en place une économie de guerre, ils ont dirigé les capitaux, le savoir-faire, la main-d'œuvre et tout ça, vers les besoins essentiels de la nation. À l'époque, c'était des tanks, des porte-avions, des bombardiers pour remporter la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est une économie de guerre climatique et de la même manière, l'État dirige son énergie, les capitaux, la main-d'œuvre, les savoir-faire vers le choc, puisqu'il ne faut plus parler de transition, maintenant ce qu'il nous faut c'est un choc, vers le choc écologique, vers donc une transformation radicale de l'agriculture, des transports, de l'énergie, de l'industrie et ainsi de suite. Donc, alors qu'est-ce que je retiens du bouquin? C'est toujours bizarre, quand tu lis un bouquin comme ça, tu sais pas trop ce qu'il en reste. J'en retiens un style de gouvernement. Alors, je ne sais pas si on sera amené à gouverner un jour, mais j'ai trouvé ça assez spécial. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est une économie dirigée, mais avec un homme assez peu directif, qui met en place différentes agences qui se superposent, s'emboîtent, tu sais pas vraiment laquelle dirige vraiment, et avec de la même manière dans son cabinet et tout ça, des responsabilités qui se croisent, s'intercroisent. Parfois, il met un bonhomme en off à la place de lui dire non, c'est plus toi qui es ministre. Il crée un deuxième ministre. Donc, ça a l'air d'être à la fois
soit tu dis brouillon, soit tu dis expérimental. Et je pense que c'était un homme qui, au fond, expérimentait beaucoup et a eu un côté comme ça assez pragmatique dans sa résolution de crise, en tentant des choses et en voyant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Je vais lire plusieurs passages. Il y en a un sur l'agriculture. J'ai mon portable qui sonne ou pas? J'ai mon portable qui sonne parce que j'ai un problème à résoudre, c'est que je dois préparer l'anniversaire de mon fils. Alors, je vais rappeler parce que voilà, c'est assez important. Bon, c'est géré pour l'anniversaire de mon fils. Normalement, il y aura un cache-cache géant dans le parc. Ça vous passionne, je le devine. Bon, voilà. Donc, j'ai noté plein de passages dans le bouquin qui m'intéressent. Il faut savoir que j'ai une équipe de transcripteurs qui, derrière, je laisse mon bouquin et transcrit tous les passages qui me paraissent importants pour que ça devienne quelque chose à un endroit dans l'ordinateur. Et quand on décide de ressortir Roosevelt, eh bien, il y a tout ce qui a été transcrit. Et donc, je remercie tous les gens qui font ce travail-là. Donc, avant que je dépose mon bouquin corné et annoté dans un coin de mon bureau, quelques passages que j'ai relevés. Un, sur la crise. Comment, dans la crise, ils décident d'enrayer la chute des prix agricoles et la chute des prix industriels à travers deux actes. Ils posent des tas de trucs comme ça, c'est des actes. Le National Industrial Recovery Act et l'Agricultural Adjustment Act. Vous apprécierez l'accent. Mais donc, qui consiste, là nous dit-on, à encadrer la production nationale pour relever les prix agricoles et industriels. Pour que cette politique porte ses fruits, il faut que les produits américains soient protégés des importations à bas prix au moyen de barrières douanières maintenues à un niveau élevé. Évidemment. Enfin voilà. Et tu vois, il y a une théorie protectionniste qui s'appelle l'industrie naissance, la protection des industries naissantes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme une industrie qui naît, c'est comme un bébé. Et si tu ne le protèges pas, le bébé, il se fait bouffer par tout ce qu'il y a autour et il ne sera pas aidé. Donc il faut le cocooner. L'industrie qui naît, il faut la cocooner. Sinon, elle va se faire bouffer par tout l'extérieur. Je peux faire long là-dessus. Mais là, tu vois, en France aujourd'hui, on ne devrait plus être à la protection de l'industrie naissante parce qu'on en a eu une industrie. Mais on doit être à la protection de l'industrie renaissante parce qu'on l'a fait crever. Mais je pense que de la même manière, il nous faut une protection maintenant de l'industrie renaissante. Pas tous azimuts. Il faut se demander qu'est-ce qu'on veut faire renaître? De quoi on a besoin? Qu'est-ce qui nous paraissent les besoins essentiels de la nation? Quels sont les secteurs qu'on veut protéger défensifs? Quels sont les secteurs qu'on doit faire renaître offensifs, tu vois? Mais il faut qu'on ait une stratégie en vue de ça. Et donc là, Roosevelt met bien en place une protection pour la renaissance et la stabilité du secteur agricole et industriel. Et de la même manière, on n'aura pas une industrie, tu vois là on est dans la crise de la betterave, mais on n'aura pas une industrie stable si on décide une agriculture stable si on décide pas de renouer avec les quotas de production, les quotas d'importation, les coefficients des multiplicateurs, les prix planchers, des tas de trucs qui ont existé pendant des décennies et qui ont quand même montré une certaine efficacité, bien plus que la main invisible du marché et la financiarisation de tout ce qu'on met dans le sol. Maintenant, ça c'était pendant la crise, ensuite pendant la guerre. Là, donc là, juste après Pearl Harbor, donc on avait déjà eu une montée en puissance de l'industrie américaine pour aider la Grande-Bretagne et un peu moins, mais quand même, l'Union soviétique en termes d'armement, mais aussi de matières premières et tout ça. Et là, après Pearl Harbor, Roosevelt met le paquet pour qu'il y ait une montée en puissance de l'industrie de guerre américaine. Et là, ce que dit le biographe, donc Yves-Marie Perréon, il résume ça en disant « L'État fédéral est l'organisateur. Il assure le financement au moyen de l'impôt et de l'emprunt. Il oriente les productions vers les besoins prioritaires de l'armée. Il contrôle l'affectation des matières premières et gère les situations de pénurie. Il arbitre entre les intérêts divergents des travailleurs et des businessmen. Il s'efforce de contenir l'inflation dans des limites raisonnables. Depuis la Maison-Blanche, Roosevelt joue un rôle essentiel dans la mobilisation des énergies américaines. Il fixe les objectifs et suit de près la progression des résultats. » Ce que je veux dire là, c'est qu'on a un État, d'ailleurs c'est résumé à la page d'après, qui à la fois joue un rôle essentiel, mais ne se substitue pas à l'entreprise privée. Il ne dispose d'ailleurs pas d'un personnel compétent pour intervenir directement dans l'activité productive. Et je pense que ça doit être une discussion qu'on doit avoir à gauche. Quelle est la place de l'État ? Est-ce que l'État doit remplacer les entreprises privées, tout nationaliser, ou est-ce que l'État doit diriger, dire voilà les besoins essentiels et
c'est au secteur privé de continuer à le fournir. Et quand il ne fait pas son travail, on peut nationaliser, on peut le remplacer, mais de canaliser les énergies. Et je prends un discours de Roosevelt là, qui avait mis en place un Office of Economic Stabilization, donc un office de la stabilisation économique. Et je me demande si on ne devrait pas aujourd'hui avoir un office, c'est-à-dire un bureau de la stabilisation écologique, tu vois, et qui vérifie mois après mois qu'on a une stabilisation sur ce plan-là. Évidemment, pour l'instant, on n'en a pas, mais qui serait et avec des statistiques qui soient concurrentes des statistiques de l'INSEE, purement sur la croissance, sur la production, sur tout ça, mais qu'on ait des statistiques qui nous informent du nombre de vers de terre dans le sous-sol, du nombre d'oiseaux qui sont passés, et qu'on puisse suivre ça mois après mois, et que ce soit ce relèvement-là, ce redressement-là qu'on vise. Bon, enfin, c'est mon petit délire. Mais sinon, Roosevelt, il énonce comme ça, je crois, c'est dans une causerie au coin du feu, parce que, tu sais, c'était le premier à lancer ça à la radio, il se mettrait au coin du feu, puis il faisait des petites causeries. Premièrement, nous devons, par des impôts plus lourds, maintenir les profits individuels laissés des entreprises à un taux raisonnablement bas. Tu vois, on aimerait bien entendre un président de la République qui dise aujourd'hui il faut maintenir les profits à un taux raisonnablement bas. Il faut qu'il y ait moins de dividendes. Et pour ça, on va mettre des impôts lourds. Non. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Alors que même qu'il y a des dividendes, alors qu'il y a même des profits, il faut baisser les impôts pour qu'il y ait plus de profits et plus de dividendes pour que le capital soit compétitif et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon. Deuxièmement, nous devons fixer des plafonds au prix et au loyer. Bah oui, voilà. Mais aujourd'hui, combien de personnes ont des difficultés à se loger? Plafond pour les loyers qui n'ont cessé de grimper depuis 30 ans. Troisièmement, nous devons stabiliser les salaires. Quatrièmement, nous devons stabiliser les prix agricoles. Cinquièmement, nous devons mettre davantage de milliards dans les war bonds. Par exemple, les bons, donc ça c'est des bons d'achat pour l'industrie de guerre. On pourrait se demander si aujourd'hui il n'y aurait pas une levée possible. On sait que par exemple, il me semble pendant la crise, il y a eu 43 milliards qui ont été mis de côté par les ménages en épargne. Si aujourd'hui, des bons climatiques ou des bons pour l'industrie écologique, ce ne serait pas quelque chose où les gens, il y aurait un appel pour dire allez-y, donnez votre argent pour la transformation écologique du pays. Et on canalise des milliards de l'épargne privée dans cette direction-là. Bon, parce que tu sais, quand tu vas à ta banque, moi je vais à ma banque, je leur dis est-ce que j'ai de l'argent de côté? Les gens peuvent le voir sur mon relevé, tu sais comment ça s'appelle. J'ai des sous de côté. Bon, je demande, est-ce que vous pourriez me le mettre sur du développement local? Est-ce que vous pourriez me le mettre sur s'assurer que ça aille à des trucs écologiques? Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de... non, juste ça part comme ça. Et puis, il n'y a que le truc sur le logement, tu vois. Mais bon, c'est limité. Donc, bon. Sixièmement, nous devons rationner tous les produits de base essentiels qui sont rares. On sait que, notamment en Angleterre, aux États-Unis, oui, il y a eu un rationnement sur ce qui paraissait être le plus important. Donc là, voilà le mouvement auquel j'aspire. C'est un mouvement d'un État stratège, d'un État qui dirige, d'un État qui canalise les énergies, comme ça a pu se passer dans un pays capitaliste, tu vois. Alors, je vais avoir une discussion avec Kempf. Pour moi, le capitalisme, c'est quand c'est l'argent qui dirige tout. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Et bien, évidemment, il faut sortir de cet argent qui dirige tout pour les hommes. Bon, voilà. Bref, comme se fout de ma gueule mes collabs, ils disent, bon voilà, maintenant, on va avoir le droit du Roosevelt à toutes les sauces. Ouais, c'est possible, quoi. C'est pas complètement impossible. Bon, allez, qu'est-ce qu'on dit? Donc voilà, aujourd'hui, on est là avec les AVS, on est dans la Somme pour faire ça. Et puis... le reste de la semaine, on va énormément bûcher sur la production d'amendements et dans les semaines à venir, on sera très présent dans les débats budgétaires à l'Assemblée nationale. Comprendre notre séquence, on avait dit à la rentrée, c'est les gens, les gens, les gens. Les gens, on est allé les voir à Metz, on est allé les voir à Tours, on est allé les voir à Lyon, on est allé les voir par la tournée dans notre coin. On a des tas d'anecdotes avec des auxiliaires de vie sociale, avec des assistantes maternelles, avec des travailleurs de l'industrie, dans l'aéronautique, avec des étudiants, avec des jeunes en foyer. On a la tête farcie de témoignages. Et là, je pense que cette séquence-là, pour moi, on la met entre parenthèses, des gens, les gens, les gens, et on entre dans une autre séquence qui est l'Assemblée, qui est d'aller porter la parole de ces gens à l'intérieur de l'hémicycle, et notamment dans les débats budgétaires. Parce qu'à un moment, ça doit se traduire par des sous qui sont lâchés pour les foyers de jeunes, des sous qui sont lâchés
pour les étudiants, des sous qui sont lâchés pour les assistantes maternelles, des sous qui sont lâchés pour les auxiliaires de vie sociale, des sous qui sont lâchés par pour l'industrie, pour savoir ce qu'on veut faire demain de notre pays. Et donc voilà, là on va être sur un mois où je vais aller poser mon cul pas mal dans l'hémicycle et me recentrer là-dessus en ayant dans la tête les témoignages des gens. Voilà. Bon, allez, salut à tous. Donc, c'est pas la période, et un truc qui va être hyper palpitant pour moi parce que aller m'enfermer dans l'hémicycle, c'est jamais une joie complète au milieu de mes camarades députés. Voilà. Mais c'est le taf et on va essayer de le faire le mieux possible avec toute une équipe derrière moi. Je vous remercie. Et puis, on donnera des nouvelles de la bataille du budget semaine après semaine. Salut tout le monde.